Donc moi je vais vous parler un peu de comment gérer ces vignes les premières années pour éviter, enfin partir sur des bonnes bases et éviter au bout de quelques années de voir des dépérissements se produire. Et avant de commencer à gérer vos vignes, faut déjà partir sur des bonnes bases et donc partir sur des bons plans. Christophe vous en a déjà un peu parlé. Je vais réappuyer sur 2-3 points sur la filière pépinière. Alors je ne vais pas redécrire ce que Christophe a bien décrit. Je vais juste réinsister sur 2-3 petits points qui, je pense, sont pas forcément toujours très clairs pour vous et qui, moi, me paraissent importants pour être sûr que les greffes que vous recevez sont bonnes. Alors, les greffons qui sont pris en général par les pépiniéristes, en partie chez eux, en partie chez des producteurs de bois. Et on peut avoir des parcelles de très belle qualité, on peut avoir des parcelles un peu moins jolies parfois. Et la parcelle de droite, c'est une parcelle de sélection, dans laquelle il y a des bois de prélevés. Moi, ça me choque un peu. Quand il y a déjà 20 ou 30 ou 50% des pieds qui ont été arrachés à cause des maladies du bois, est-ce qu'il faut encore prélever des bois dans ces parcelles-là? Donc ça, c'est une vraie interrogation. Si la réponse est non, on ne prélève plus dans ces parcelles-là, là, on a un autre très gros problème, c'est que les pépiniéristes ont déjà du mal à trouver du bois. Et si on vire toutes ces parcelles-là, là, pour le coup, ils n'en trouveront plus du tout. Donc là, on est sur un vrai problème et il faudrait vraiment replanter des parcelles dans l'objectif de produire des bois de qualité, pas dans l'objectif de produire du bois, mais du bois de qualité. Et c'est un enjeu vraiment majeur pour la filière pépinière et donc pour nous. Autre point important, donc Christophe vous a montré, je peux vous montrer la photo suivante, donc des porte-greffes palissés, qui devient sa façon normale de travailler. Ça reste très exceptionnel chez les pépiniéristes. La grosse majorité des vignes de porte-greffes donc les porte-greffes, les bois sont produits sur des vignes comme mes photos précédentes qui ne sont pas palissées. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des productions de porte-greffes. On a des têtes de saule, souvent 2,50 m sur 2,50 m entre plants. Et les plants traînent au sol, font entre 10 et 20 branches, une quinzaine de branches à peu près, qui vont faire entre 5 et 15 mètres de long suivant le porte-greffe, qui vont toutes être enchevêtrées les unes sur les autres. Donc sur la photo de gauche, on voit en végétation, à droite on voit une fois que les feuilles sont tombées. Ça pose, à mon sens, plusieurs soucis par rapport aux vignes palissées. C'est qu'on est obligé de désherber, on peut pas les faire en binage puisqu'il y a des branches partout. Enfin, on peut biner 1 ou 2 fois au printemps, mais après, une fois que la vigne a commencé à pousser, on ne peut plus biner. Si on ne bine pas, on se retrouve avec de l'herbe haute comme ça au moment de la récolte. Donc, résultat, on est obligé de désherber et avec des doses assez fortes pour être sûr que ça tient toute l'année. Donc, c'est un des soucis du porte-greffe non palissé. Autre inconvénient, c'est qu'il y a quelques traitements, notamment des traitements insecticides obligatoires vis-à-vis de la flavescence. Là, on roule sur les sarments pour pratiquer ces traitements. C'est pas non plus terrible pour la qualité du bois. Donc il y a 2-3 petits soucis comme ça. Si ce pied-là est douteux, si les branches qui sont issues de ce pied-là sont douteux, on peut l'éliminer assez facilement et dire ce pied me plaît pas, je le dégage et au moins je suis sûr que je ne contaminerai pas avec un pied qui me plaît pas. Ici, éliminer les branches qui proviennent d'un pied, voire quand une branche est douteuse, de quel pied elle provient, c'est déjà un exploit. Ici, vous voyez quelques feuilles douteuses, aller retrouver le pied sur lequel c'est branché, c'est du quasi impossible. Donc tout ça, c'est des problèmes qui font que les porte-greffes palissés sont pour moi une chose assez essentielle. Donc Christophe est en train de basculer la plupart de son exploitation comme ça. Il y en a d'autres. Il y a un pépiniériste que vous connaissez bien, qui travaille aussi, pour la plupart d'entre vous, qui travaille aussi beaucoup dans l'esprit biodynamie, qui est Lilian Berillon, qui est intégralement également en porte-greffes palissés. Il y a quelques gros, comme les pépinières Mercier, qui commencent à en faire pas mal, des porte-greffes palissés, mais ça reste quand même globalement très minoritaire en France. Alors par rapport à ces porte-greffes, je voudrais réinsister d'ailleurs sur une remarque qu'a fait Antoine Pigné ce matin sur le fait qu'il refait lui-même ses propres porte-greffes. Les porte-greffes, à l'heure actuelle, quand vous achetez des plants à votre pépiniériste, même si c'est vos plants de sélection massale à vous, ils sont produits sur des porte-greffes qui ne proviennent pas de chez vous. Ils proviennent forcément de vignes qui sont référencées, qui sont agréées, et donc c'est forcément des clones de porte-greffes. Et si je ne dis pas de bêtises, on a un peu plus d'une trentaine de têtes de clones qui produisent l'ensemble des porte-greffes en France. Donc en termes de biodiversité, là-dessus, on est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Une manière de retrouver de la biodiversité, c'est vous faites de la sélection massale sur vos plants, sur vos Riesling, sur vos cépages, faites également de la sélection massale sur vos porte-greffes. Alors légalement, moi en tant qu'organisme
même privé, j'ai pas le droit d'en faire. C'est illégal. Vous, sur votre exploitation, vous pouvez faire ce que vous voulez, à condition que ça reste dans votre exploitation. Donc au moins essayez de préserver dans vos vieilles parcelles, quand vous avez des rejets, essayez de les garder, essayez de les mettre dans un coin, de les faire raciner, de les mettre dans un coin, parce que le jour où on se dira, tiens, c'est quand même intéressant toute cette biodiversité de porte-greffe, il n'y restera plus rien. Je ne vais pas redétailler tout le processus de fabrication d'un plan de vigne que Christophe a détaillé tout à l'heure. Par contre, après, une fois les plants en pépinière, on a des pépinières comme la photo du bas qui ressemble un peu à celle de Christophe qu'on a vu tout à l'heure, et puis des pépinières comme celle du haut. Et c'est un peu différent dans les méthodes de production. On peut mettre sous paillage plastique ou pas. Là, on a 2 rangs. Alors que là, on n'a qu'à chaque fois un rang. Donc, on a vigne butée, un rang de greffon, un autre rang de greffon ici, alors que là, ils sont par 2 rangs. Donc, vous voyez que l'entassement du feuillage ne va pas être le même au final. Christophe nous a pas dit ses densités de plantation en pépinière. Tu es autour de 200 000 pieds-hectares 150 000 pieds-hectares. Voilà, 140 000 pieds-hectares. La moyenne en France est plus de 300 000 pieds-hectares. Donc, on a une densité de pieds très très forte, peu d'aération. En plus des traitements, vous voyez, avec des sprinklers qui vont irriguer en plein. Donc, vous imaginez la pression mildiou dans ces parcelles-là. Pour lutter contre cette pression mildiou, on traite. Et on traite beaucoup. Donc, en fonction de la façon dont la pépinière va être plantée, gérée, réfléchie, il y aura moyen de limiter ou pas la quantité de traitement. Et moi, j'ai vu des pépinières avec des programmes de traitement mildiou. Vous verriez ce programme, vous arracheriez les cheveux. C'est 2 à 3 fois plus qu'un vigneron qui traite beaucoup peut faire. Donc derrière, ces plants-là qui ont reçu cette information, comment derrière, quand vous allez les mettre chez vous, vont-ils se comporter? C'est une interrogation, je n'ai pas d'affirmation par rapport à ça, mais moi ça me chagrine un peu. Et ça, c'est des choses dont en général vous n'avez pas du tout conscience. Et moi ça m'embête que vous n'ayez pas conscience de tout ça, parce que c'est quand même une partie de votre métier, une partie de votre boulot que vous avez délégué à quelqu'un d'autre, mais qu'il ne faut pas quand même complètement oublier. Alors par contre, je ne vous dis pas de vous réapproprier ce métier de pépiniériste, hein, c'est un vrai métier à part entière. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui font leur propre greffe. Faire des greffes, c'est vraiment compliqué, c'est des tas de petits détails. Et réussir une belle greffe, ça ne s'invente pas. Donc travailler avec des pépiniéristes, c'est souvent indispensable. Par contre, soyez conscient de la façon dont travaille votre pépiniériste. Et après, donc il y a d'autres petits détails peut-être qu'on va voir, mais par rapport à tout ça, entre un pépiniériste qui vous fait un plan à 1,10 € et un pépiniériste qui vous fait un plan à 1,60 €, vous ne pouvez pas exiger la même qualité. Et vous ne pouvez pas exiger une qualité vraiment importante à 1,20 €. Donc n'hésitez pas, même si vous mettez plus cher dans vos plans, c'est un investissement qui pour moi est rentable, très rentable. Alors les plants de vigne, une fois mis en pépinière, ils peuvent être mis, comme on vient de voir à l'instant, dans un champ. Et ils peuvent être mis en pot, dans des petits pots. Et au lieu de pousser dans un champ, ils vont pousser dans un pot, dans une serre. Et on a des plants qui ont un volume de terre à prospecter beaucoup plus faible. C'est pas de la terre, c'est un terreau, un compost spécifique. Ces plants en général sont plus fragiles. On ne peut pas tester la soudure sur ces plants-là parce qu'on les casse. Donc c'est des plants que moi j'aime pas. Alors quand vous achetez des plants en pot, ça peut être ce genre de plants-là. Ça peut être aussi des plants traditionnels qui, 1 an après, ont été remis en pot. Auquel cas, potentiellement, ils peuvent être de bonne qualité. Mais quand vous les achetez, vous ne savez pas si c'est des plants de 2 ans remis en pot ou des plants en pot de l'année. Et pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on a des lots parfois de très belle qualité. Là, c'est la pépinière juste avant arrachage. On voit qu'on a une bonne régularité. Il y a des lots ratés. Là, c'est un lot, bon, ça fait partie des pires cas, hein, vous voyez, assez catastrophique, où la plupart des branches sont très très mal outées, où les pieds ont mal démarré. Donc là, c'est un échec en pépinière. Le pépiniériste a eu un problème de stratification, donc de réalisation du cal de soudure, et ça se retrouve derrière. Sur ce lot-là, je peux vous parier que même ces plants-là, ici et là, qui ont bien outé, sont de bien moins bonne qualité que la grosse majorité des plants ici. Inévitablement, quand le pépiniériste va trier, là, ça va lui coûter très cher. Il va avoir eu le même coût de production que sur la photo du haut, mais il va sortir beaucoup moins de plants. Et le réflexe naturel, que je comprends entièrement, hein, c'est de trier un peu moins fort pour limiter un peu la casse. Et le tri, c'est une étape finale et très importante dans la pépinière.
En moyenne, en France, les pépiniéristes déclarent des taux de réussite d'environ 50-55%. Ça veut dire que quand ils greffent 100 plants, ils sont capables d'en produire 50 à 55. Alors, en moyenne, enfin c'est des chiffres qui n'ont pas une valeur importante que je vous dis là, mais on va dire qu'il y a à peu près une dizaine de plants qui vont mourir pendant le processus de fabrication, parce que la soudure n'a pas été faite, parce que le plant n'a pas pris, parce que le plant a crevé en pépinière. Et après, donc, le pépiniériste, en moyenne, sur 100 plants, va en arracher 85, 90, 95, et il va les trier. Et en fonction de la rigueur qu'il va appliquer à son tri, bah, il va en ressortir et vous en livrer 50, 55, 60, 70 si l'eau est de très bonne qualité, mais il peut en sortir aussi 70, 80, simplement s'il ne trie pas. À gauche, oui, à votre gauche, on a un plan qui, pour moi, visuellement, est de très bonne qualité. Quand on regarde le cal de soudure, on a une bonne continuité des vaisseaux. On n'a pas besoin d'avoir un gros cal, et au contraire, je dirais, quand on a un très gros cal, c'est pas souvent bon signe. À droite, vous voyez que le cal de soudure est mal fait. On n'a pas une bonne continuité des vaisseaux. Alors en général, ça on ne le voit pas parce que les plans sont pas raffinés avant de vous être livrés, et on ne visualise pas ça à l'œil. Par contre, si on teste ce plan, le plan de droite, là, dans le cas de figure de ce plan-là, vous voyez, une fois qu'on l'a cassé, on se rend compte qu'il y avait une bonne partie de la greffe qui n'était pas soudée. Et donc, en termes de circulation de sève, en termes de vitalité et de fonctionnement du plan, on a déjà un gros problème dès le départ. Et donc, c'est le rôle du pépiniériste de trier ces plans. Alors, mettez-vous à la place d'un pépiniériste qui a des clients qui lui réclament des plants pas chers, qui ne vérifient jamais la qualité. Mais par contre, si le pépiniériste vend son plan un peu trop cher, il va aller les chercher chez le voisin. Le réflexe du pépiniériste, qui est le réflexe tout à fait normal, et je dirais qu'ils ont raison de le faire, c'est de se dire, bah, je lève le pied sur le tri, au lieu de sortir 60 greffes, je vais en sortir 80, et je vais produire 20% de plus, je vais pouvoir vendre 20% de moins et me faire la même marge. Il aurait tort de ne pas le faire, puisque vous cherchez à avoir des plans pas chers. Par contre, si vous exigez de la qualité, et que vous êtes prêt à payer cette qualité-là, votre pépiniériste fera un travail de tri plus sévère, et je dirais qu'à l'heure actuelle, le pépiniériste qui va chercher à trier sévèrement alors qu'il n'arrivera pas à valoriser économiquement parce que la plupart des vignerons n'acceptent pas d'acheter des plants plus chers, bah, ce pépiniériste-là, moi je l'admire de gagner moins d'argent rien que parce qu'il veut bien faire son boulot. Donc à vous de vérifier la qualité de vos greffes, d'exiger des greffes de bonne qualité, d'accepter de les payer leur prix. Je vous montre une petite vidéo sur comment on trie un pied. Tiens, ma vidéo a disparu. Bon, je vais la retrouver. Je vais devoir bidouiller, excusez-moi. Alors je vous montre une vidéo qui vient de chez Christophe Ebinger d'ailleurs, d'une dame en train de trier des plants de vigne. Et vous allez voir que quand on trie un plant de vigne, on observe le système racinaire, on observe la qualité d'ahoutement et on appuie au niveau du point de greffe. Alors pas comme une brute, pas en attrapant juste au niveau du point de greffe, mais on appuie de manière à vérifier la souplesse du porte-greffe et vérifier la souplesse de la soudure pour être sûr que le plan tient bien. Et vous allez voir, donc là je vous montre une vidéo d'une dame qui trie très sévèrement. Mais bon, je ne l'ai pas inventé et je ne pense pas qu'elle l'a fait exprès pour me faire plaisir. Hein. C'est quelqu'un qui trie très bien. Et on voit que quand les plants sont bien triés, il ne faut pas hésiter à vérifier et appuyer sur cette soudure. Donc on voit qu'elle prend un plan, elle vérifie le système racinaire. Et vous voyez comme elle appuie et comme elle tord le plan pour vraiment vérifier que la soudure tient. Et là, vous allez voir, on va voir 7-8 greffes. Et sur ces 7-8 greffes, il n'y en a aucune qui casse parce que le lot est de très bonne qualité. Vous voyez qu'elle n'hésite pas, hein, elle tord. Hein. Donc quand vous êtes sur un pépiniériste sérieux qui fait bien son boulot, il n'y a aucun problème, vous plantez ça, vous êtes sûr d'avoir des greffes de qualité. Si les greffes ne sont pas bien triées, il y a des chances que la greffe, telle que je vous ai montré tout à l'heure, mal soudée, vous la retrouvez dans votre parcelle. Et là, ça pose un énorme souci. Voilà, je pense qu'elle est à peu près terminée, enfin la vidéo est à peu près terminée. Donc vous voyez que trier une greffe, c'est un vrai métier. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Alors ça m'arrive souvent de voir des vignerons qui trient des greffes et qui les cassent. Et en les cassant, le pépiniériste lui dit « Oui, mais tu n'avais pas à trier aussi sévèrement, nous on a déjà fait le boulot ».
Bah non, si vous retriez derrière le pépiniériste et que vous cassez 10, 20 ou 30% des greffes, c'est qu'il y a eu un souci au niveau du tri. Alors, le pépiniériste comme le vigneron peut avoir des accidents. Il peut arriver qu'il y a un ouvrier qui a mal fait son travail, il peut arriver des tas de choses. On peut accepter un certain degré d'erreur. Mais si le lot est trop mauvais, bah, trouvez une solution avec votre pépiniériste, mais ne plantez pas des greffes trop mal soudées, parce que derrière, ces greffes-là vont vous coûter très très cher. Alors un autre petit mot par rapport aux greffes que je veux réappuyer. Christophe en a bien parlé tout à l'heure, mais je veux réappuyer parce que c'est un sujet moi qui me tient beaucoup à cœur. C'est que à l'heure actuelle, il y a des financements, les aides à la restructuration qui ont lieu, qu'on a le droit d'avoir sur des clones. On n'a pas le droit d'avoir ces aides sur des sélections massales. Pour moi, c'est juste scandaleux. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour lever ce point-là. C'est juste inadmissible. Alors, une fois que vous êtes sûr d'avoir eu des bonnes greffes, c'est à vous de jouer, et à vous de les planter, et commencer par les planter dans de bonnes conditions. Là, on voit une plantation qui a été faite, qui pour moi est une belle plantation, où on a vraiment un débourrement très régulier. Tous les plants ont bien démarré, sont bien poussés, et on voit qu'on a une pousse franche avec des jeunes feuilles vertes tendres. Donc on voit que le plant est en train vraiment de pousser sur son propre système racinaire. Parfois, on a des plantations beaucoup moins bien réussies. Et ce qui est assez marrant à voir sur ce genre de plantation-là, c'est qu'on a des rangs qui paraissent avoir à peu près bien poussé. Ce rang-là, c'est catastrophique. Très souvent, c'est des problèmes de préparation de terrain, des problèmes de tassement. Là, on a planté là où passait la roue du tracteur. C'est très souvent le cas. Alors souvent, ces greffes qui ne poussent pas, elles ont cet aspect-là. Elles sont un peu rabougries, on a un feuillage beaucoup plus vert foncé, avec des feuilles beaucoup plus petites, avec des entrenœuds beaucoup plus serrés. Et ça finit par faner, par se dessécher sur les côtés. On voit bien que la greffe n'arrive plus à pousser, vous voyez, l'apex a carrément séché. Alors souvent, là, vous appelez le pépiniériste et vous commencez à lui râler dessus parce qu'il vous a livré des greffes de mauvaise qualité. Dans 95% des cas, là, le pépiniériste y est pour rien. Et souvent, c'est lié, ça peut être lié au climat de l'année qui a été défavorable, mais très souvent, c'est lié aussi à des erreurs, et notamment des erreurs de préparation de terrain. Vous voyez, on a une greffe ici, tant qu'on a ce feuillage petit, gris, là, on a un vrai souci. La plante, en fait, enfin, quand on a ce feuillage-là au départ, c'est pas un souci, c'est que la plante pousse sur ses réserves, mais très vite, on doit avoir un feuillage vert tendre, et là, on voit qu'elle a commencé à pousser sur son feuillage normal, et tout de suite, elle s'est arrêtée. Donc, elle a démarré, elle a fait des racines, et tout de suite, ces racines se sont arrêtées de fonctionner. Il y a eu un problème. Et celui-là n'a jamais démarré. Alors, très souvent, on a des cas comme ça, et certains pépiniéristes ou certains conseillers techniques disent il y a de la cariose, il faut traiter la cariose. Et moi j'ai vu des tas de vignes comme ça traitées contre la cariose, alors que vous pouvez regarder sous la lubineux autant que vous voulez, vous n'allez jamais trouver un acarien. Simplement le plant ne pousse pas parce qu'il pousse sur ses réserves et le système racinaire ne prend pas le relais. Dès que le système racinaire prend le relais, on a ce côté vert clair, ce feuillage, des vrilles qui apparaissent, un plant qui fonctionne. Souvent quand on s'amuse à arracher ces plants-là, pour voir ce qui se passe en dessous, quand on fait des trous, ben, on s'aperçoit donc déjà d'avance, souvent moi je les prévois ces parcelles-là, parce qu'en me baladant dans le vignoble, je repère les parcelles qui ont été préparées. Là on voit un terrain calcaire avec un sol peu profond. Le vigneron, c'est des terrains avec des calcaires actifs très élevés. Le vigneron a labouré sous la couche arable. Il a remonté le calcaire très friable. Là je lui promets du plaisir pour les années à venir. Et bon après on a aussi ce genre de choses-là hein, qui arrivent dans les vignobles qui ont trop d'argent. Alors pour moi, l'ennemi public numéro 1 de la préparation du terrain, je ne vais pas vous parler pendant une heure de la préparation du terrain parce qu'il y a des gens qui vont le faire mieux que moi, qui le font mieux que moi, et puis ça prendrait trop de temps. Mais la préparation du terrain, c'est quelque chose de très 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 important. Et souvent chez nous, les gens considèrent qu'un terrain bien préparé, c'est un terrain où on a une belle terre meuble en surface, bien à plat. Alors oui, il est magnifique sur les 10 premiers centimètres, voire des fois sur les 20 grâce à cette machine-là, mais en dessous c'est une vraie catastrophe. Et le talon racinaire, vous ne le mettez pas sur les 20 premiers centimètres, vous le mettez à 20 centimètres. Et lui, il est dans du béton, dans de la glaise catastrophique, et souvent les problèmes viennent de là.
Et donc quand on arrache, on voit qu'on a des sols au niveau du talon racinaire. Alors on a un joli sol meuble sur 20 cm parce que l'outil a soufflé le sol, mais en dessous on a ces sols, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais très compacts, plein de traces d'hydromorphie, toutes ces petites traces de rouille qui sont des signes d'hydromorphie. Quand on arrache les plants, on a des plants, là on a le système racinaire d'un plant au mois de juillet qui n'a pas réussi à pousser. Et vous voyez qu'au mois de juillet, il a émis aucune nouvelle racine. On a toutes les racines d'origine que le vigneron avait coupées et toutes les radicelles qui ont poussé ont crevé. Et on voit même des traces de moisissure qui se développent. Et là, quand on sent, ça sent en général la vase. Donc là, clairement, les plants sont dans des conditions catastrophiques. Et le pépiniériste y est strictement pour rien. C'est vraiment un problème de préparation de terrain. Alors, je ne vais pas parler pendant 2 heures de cette préparation du terrain, mais pour moi, le point essentiel qu'il faut avoir en tête, c'est que les 20 premiers centimètres, à la limite, je dirais presque, je ne vais pas dire on s'en fiche, puisque c'est la zone d'échange avec l'air, mais la zone qui doit être très importante pour que le système racinaire s'installe, c'est entre 20 et 40 cm. Et ça, souvent, on le néglige, en tout cas chez nous. Au moment de la plantation, souvent, les vignerons, pour que ce soit plus pratique, coupent les racines à ras. Une bonne partie des réserves sont dans les racines, et les racines vont aider à faire d'autres racines. On a mis en place des petits essais où on s'est amusé à, dans une partie, couper à ras, dans une partie, couper à 6-7 cm les racines. C'est parlant, hein. On voit racines courtes, racines longues. C'est les mêmes plants du même lot plantés le même jour, hein. Là, donc, vu sous un autre profil, hein, les racines courtes, les racines longues. Alors, quand on est sur une nouvelle parcelle, en racines courtes, je dirais c'est pas très très grave. Alors, ça dépend aussi du porte-greffe. Sur un 3309 qui racine facilement, il n'y aura pas de conséquences. Sur un 41B qui racine difficilement, ça sera peut-être un peu plus gênant. Mais là, ça, il n'y a pas trop de concurrence entre plants. Ils vont perdre un petit peu de temps, mais ils vont pousser. Sur un pied de remplacement, un complant, là, la concurrence des pieds autour va très vite revenir et ce plan-là aura beaucoup plus de mal à faire sa place que celui-là. Donc sur des pieds de remplacement, moi j'incite vraiment à laisser au moins 5-6 cm de racines. On en arrive à la taille, qui est un des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé, et notamment on a beaucoup raisonné la taille des premières années depuis très peu de temps, parce qu'on s'est rendu compte que les premières années on fait des plaies de taille qui n'ont pas de conséquences directes, on ne voit pas leur impact sur la plante au moment où on les fait, mais qui ont un impact vraiment très très important au final. Alors, juste avant ça, je vais réexpliquer pour... oui ? Allez, sinon tu vas te faire gronder. Hein. Alors c'est pour ça que je dis plutôt 5-6, parce que plus vous allez laisser long, plus c'est compliqué. Et moi je considère souvent que quand on dépasse 5-6, on a du mal à les planter bien. Et le but c'est pas de laisser des racines, mais que les racines fassent ça. Là, aucun intérêt, voire c'est pire que de laisser plus court. Donc 5-6, même ne serait-ce que 4, en pied de remplacement, pour moi c'est le minimum. Mais après c'est sûr que vous plantez pas à la fourchette ou à la bicyclette. Hein. Il faut le faire autrement. Donc à la pioche, à la bêche, c'est un peu plus long. Mais quand on voit la différence au final, ne serait-ce que 10% de taux de réussite en plus, et c'est régulièrement ce qu'on a au moins quand on le fait, bah, ça vous évite bien du travail derrière, donc le surcoût au travail est compensé l'année suivante. Mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à planter. Avant, comment on prépare un terrain, on peut assez profondément. De plus en plus, maintenant, notamment en Champagne, on travaille avec des pelles avec des griffes. Alors, je veux savoir ce que tu pensais de cette nouvelle technique-là. On prépare un terrain. On arrache tous les trucs comme on faisait avant, maintenant ils arrachent avec une grosse pelle et des griffes. Donc ils ne travaillent pas aussi profondément que Richard avait avant. Je veux savoir ce que tu pensais. Donc, ouais, la question c'est avant vous labouriez, vous défonciez assez profondément, maintenant vous avez plutôt des pelles qui vont piocher et retourner moins profondément, travailler plus en douceur. Souvent pour arracher une vigne dans ces conditions-là, moi je trouve que ça fait du bien meilleur boulot. Pour préparer, on peut être plus fin. Après, il n'y a pas de règle. On a tellement de terrains différents. Il y a des terrains où il faut s'arrêter à 10-15 cm parce qu'en dessous, on a le calcaire comme tout à l'heure. Il y a des terrains où on a vraiment des roches. Il faut éviter de... faut essayer de conserver la bonne circulation de l'eau. Donc faire une réponse trop généraliste, je vais dire des bêtises là. Surtout qu'en plus, il y a plein de spécialistes dans la salle, donc je vais quand même faire attention à ne pas me décrédibiliser trop. Pour moi, en gros, par moment, il y a besoin de décompacter. Quand il y a des zones de blocage, si on a fait une grosse semelle de labour, peut-être qu'on arrivera à l'avoir
avec un engrais vert, mais souvent c'est difficile. Donc parfois un décompactage mécanique est indispensable. Alors attention dans quel terrain on le fait. Et moi j'aime bien souvent faire des semis d'engrais vert, casser les éventuels blocages qu'il peut y avoir dans le sol. Après faire un semis d'engrais vert qui va bien stimuler le sol, faire un labour très superficiel à l'automne qui précède la plantation et planter sur labour. Et même sur des terrains très lourds, très argileux, nous on fait comme ça et c'est là où on a les meilleurs résultats. Et éventuellement, si le terrain est encore trop bouleversé, que c'est trop compliqué à planter directement sur labour, on passe juste un petit coup de chisel dedans, mais surtout pas des outils dynamiques comme je vous ai montré là. Alors ma réponse est trop... On fait des formations d'une journée complète là-dessus. Vous prenez un chêne qui fait 1 mètre de diamètre, vous faites une encoche sur 2 cm de profondeur et 2 cm de largeur sur toute sa périphérie, vous le tuez. La vie est vraiment sur cette périphérie. Quand on a une branche, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on pensait que les vaisseaux présents à ce niveau-ci montaient directement dans la branche. Effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Imaginons qu'on ait une branche ici, on va dire qu'il y a 3 cernes, puisque la plante donc grossit chaque année. Vous avez déjà tous compté les cernes sur un arbre, hein, parce que chaque année, la plante grossit en épaisseur en faisant un nouveau cerne. Là, on a un bourgeon que je considère dormant, et je considère que l'année suivante, ce bourgeon va démarrer. Donc ma plante va grossir en épaisseur en faisant un cerne, et mon bourgeon démarre. Puis chaque année, la plante va continuer à grossir en épaisseur, et la branche, qui elle a son propre système de cambium, va elle aussi grossir en épaisseur. Donc l'année suivante, on aura ça. L'année suivante, on aura ça, et ça continuera indéfiniment tant que la branche et la plante existent. Si je reviens dans 20 ans, mon tronc sera peut-être arrivé à ce niveau-ci. Donc vous voyez que progressivement, le tronc recouvre la branche. Sur la plupart des arbres, la limite entre la branche et le tronc est assez visible, assez visuelle. Comme la branche grossit et le tronc grossit, ça crée un soulèvement de l'écorce ici, qu'on peut visualiser là. Sur les arbres, on appelle ça la ride. Sous la branche, comme le tronc recouvre, on a un petit bourrelet qui apparaît, qu'on voit ici, qu'on appelle le col sur les arbres. Et tout bon élagueur sait que la bonne façon de couper une branche, c'est d'aller couper ici à la limite de cette ride et de ce col, de manière à ne couper que la branche sans aller abîmer le tronc, mais couper la branche au plus près du tronc pour que le tronc puisse recouvrir la plaie. Et sur la plupart des arbres, une plaie de 3-4 cm de diamètre va être recouverte en 2 ou 3 ans si l'arbre a de la vigueur. La vigne est une plante qui recouvre très peu ses plaies de taille, et si on veut tailler à la limite du tronc et de la branche, on a un problème, parce que la ride et le col sur la vigne, on ne les voit pas. Donc si vous voulez couper au plus proche, comme ceci, comme on fait sur un arbre, la conséquence c'est que les vaisseaux de la branche présents dans le tronc vont ne plus être alimentés et sécher. Ça crée un cône de dessèchement qui correspond aux vaisseaux de la branche présents dans le tronc. Si vous voulez faire une coupe bien propre, pour être sûr qu'il n'y ait pas des bourgeonnages, et en plus vous avez des super outils, des bons sécateurs électriques très efficaces, donc en général, nous, on va les couper comme ça. Avec ma première coupe jaune, on peut imaginer que j'ai mon tronc, alors je suis embêté parce qu'en général je montre avec mes mains, mais là, avec le micro, j'ai du mal. Donc on a les vaisseaux du tronc qui passent de chaque côté de la branche. Si je coupe ma branche, oui, les vaisseaux du tronc continuent à passer de chaque côté de la branche. Simplement, il n'y a plus une partie de la sève qui va être redirigée vers les vaisseaux de notre branche. Si je coupe selon mon trait noir, les vaisseaux du tronc qui passaient de chaque côté de la branche sont coupés également. Donc au lieu de ne couper que la branche, je détruis aussi une partie des vaisseaux qui alimentent le tronc. Au final, on a une plaie de taille qui va être beaucoup plus grosse, beaucoup plus grave, et qui demandera beaucoup plus d'énergie. Alors tout ça, je ne l'ai pas inventé, hein. Ça provient des travaux qu'a fait un chercheur américain qui s'appelait Alex Shigo sur tout ce qui est la compartimentation dans les arbres. Donc ça, simplement pour vous faire comprendre qu'une plaie de taille trop rase est mutilante. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment tailler pour ne pas mutiler, c'est l'objet d'autres choses. Alors en ayant ça en tête, maintenant si on regarde notre greffe qu'on vient d'acheter chez notre pépiniériste, qui est comme ça, qui est ma belle greffe de tout à l'heure, donc celle-là elle est bien soudée. Je sais que je pars sur une greffe de qualité. Même cette greffe qui est de très bonne qualité, elle n'est pas équivalente sur toute sa périphérie. Comme nous l'a montré Christophe tout à l'heure, quand on greffe à un œil. Alors on a essayé de faire des essais de greffer à 2 yeux pour compenser ce que je vais vous montrer là, parce que notre greffe, notre œil qui est ici, va stimuler le cambium, stimuler la plante
pour qu'elle soit bien alimentée du côté de l'œil. Si je m'amuse à couper cette greffe dans le sens de mon trait rouge, on s'aperçoit que du côté de l'œil qui est là, on a le nouveau cerne. Donc ce qui est un peu marron là, c'est le sarment d'origine. Et ça, c'est le nouveau cerne qui a été créé en pépinière, du côté de l'œil. Et du côté opposé, vous voyez que ce cerne, il n'y en a pas. Donc votre sève, dans votre greffe, elle circule là. Elle circule très mal là. Si on s'amuse à couper une greffe dans l'autre sens, je suis un peu sauvage, hein, même les belles greffes, je les coupe. On a le côté de notre œil, une bonne alimentation, le point de greffe est ici, et du côté opposé, là pour le coup c'est pas très bien soudé, mais même si c'est bien soudé, c'est toujours moins joli parce que ça finit dans une impasse. Vous voyez que l'épaisseur là est toujours bien plus importante que là, parce que la sève passe majoritairement là. Donc dans votre greffe, il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Vous allez tailler votre première greffe après une première année de pousse, et en général, il n'y a pas qu'une seule branche qui part. Puisque de l'œil qu'a laissé le pépiniériste, souvent il peut y avoir 2 branches qui démarrent. D'ailleurs, on voit qu'il n'y avait pas qu'une seule branche, là, il y en avait 2. Laquelle on garde? La plus droite? La plus droite, c'est laquelle? C'est celle-là. Et la mieux alimentée, c'est laquelle? C'est l'autre. C'est con, hein? Donc souvent, d'ailleurs, si vous regardez bien, la plus belle, la plus grosse, c'est celle qui est en dessous. C'est celle qui est dans le bon flux. Si vous gardez la plus droite, vous mutilez. Si vous le mutilez, vous ne le verrez pas. Votre plant poussera quand même. Mais il part avec une grosse entrave pour l'avenir. Ça, c'est un plan de 3 ans. Donc notre plant, une fois qu'il va se développer, vous voyez, va se développer ici. Et ce petit téton qui était au-dessus de l'œil de ce qu'avait fait le pépiniériste, on le retrouve là. Ici. Sur cette photo-là, le vigneron, la première année, a bien taillé. Ce qui fait qu'il avait éliminé cette branche-là, gardé celle-ci. Et vous voyez la plaie par rapport à ce qu'il a éliminé. Par contre, la deuxième année, là, il s'est franchement trompé. Il a gardé la branche la plus droite et il a éliminé la branche sur le côté qui était bien alimentée. Donc cette branche se retrouve complètement étranglée entre cette plaie-là et cette grosse plaie-là, qui n'est même pas une plaie mutilante d'ailleurs. Ça, c'est un plan de 3 ans qui avait de l'esca. À chaque fois, je me suis amusé à couper des plants de 2, 3, 4, jusqu'à 7, 8 ans qui avaient de l'esca, ou des plants de remplacement qui, encore à 7, 8 ans, continuent à nous faire des pousses de 30 cm et qui n'arrivaient pas à pousser. À chaque fois, je suis tombé dans cette configuration-là. Donc, il faut faire très très attention aux plaies de taille qu'on va faire les premières années et surtout au choix des bois qu'on va faire. Très souvent, les anciens, quand ils taillaient ce qu'ils appelaient au diamètre. Ils prenaient la plus belle branche. Et nous, on prend la plus droite. Et c'est en fait un petit changement qui paraît anodin, mais qui est énorme. Alors ça, je l'ai piqué, vous voyez la réactivité, je l'ai piqué sur l'intervention de Christophe Ebinger de tout à l'heure. Donc c'est les 2 photos qu'il nous a montrées. Donc tout à l'heure, il vous a montré cette plaie qui est pas belle, mais non seulement elle est pas belle, mais en plus elle est vraiment pas là où il faut. Donc elle est doublement grave cette plaie. Et là, je dirais que le choix serait presque été de choisir cette branche, qui au final, vous voyez, était plus belle d'ailleurs. Vous amuserez à regarder sur vos plans les premières années, sur les greffes, la plus belle branche, c'est toujours celle-là. Dans 95% des cas, c'est la mieux placée. Donc là, le fait de faire comme ça, c'est pas très grave, parce qu'en fin de compte, souvent on s'aperçoit que ici, chez vous, ça va pas trop pousser, et le plan va surtout repousser de là, refaire des belles pousses là. Et vous observez peut-être, les gens qui travaillent avec des gens comme Christophe, des pépiniéristes qui ont revu un peu leur façon de travailler, que lorsqu'ils taillent comme sur le plan de droite, souvent vous apercevez que le petit téton avec les 2 yeux qu'il vous a laissé n'a pas poussé, et que le plan est reparti de la base de sa tête. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. On l'observe souvent quand le choix en pépinière n'a pas été fait sur la bonne branche. Alors ça pourrait être une autre évolution possible en pépinière, de vraiment choisir la bonne branche. Après, le problème de choisir cette bonne branche, c'est que du coup, au lieu d'avoir une greffe bien droite comme ça, vous aurez une greffe un peu tordue. Et il y a plein de vignerons qui n'aiment pas. Et il y a plein de vignerons, il y a des pépiniéristes qui ont essayé, et le vigneron a renvoyé les plants en disant c'est n'importe quoi, là tu me les as taillés comme un cochon, je vais avoir des plants tordus. Donc vous voyez, c'est pas évident. Donc ça veut dire que si j'ai une greffe comme celle-ci, avec ce qu'avait laissé le pépiniériste, si jamais une branche pousse par ici, donc effectivement ça n'arrive quasiment jamais, mais ça peut arriver dans certains cas, si une branche pousse là, quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais intéressante. Il ne faudra jamais la garder. Si une branche pousse ici en dessous de ce qu'avait laissé le pépiniériste, c'est la branche qui est dans le meilleur flux. Mais elle peut
vous déranger. Soit parce qu'elle est trop basse, soit parce qu'elle a poussé en crosse et elle pousse vers le bas. Et ça, là, pour le coup, ça vous fera un plan tordu. Donc vous pouvez ne pas la garder, ne pas vouloir la garder. Par contre, si vous l'éliminez, sachez que c'est une plaie très dangereuse. Et donc il ne faudra surtout pas faire de mutilation et la couper au bon endroit. Et si vous gardez, si on n'a pas cette branche-là ni cette branche-là, que vous avez juste ça, ben moi j'hésite pas à garder celle-ci, à condition ici de ne pas avoir un diamètre trop faible, de manière à ne pas avoir un étranglement pour que notre plan pousse bien. Alors si vous repartez avec celle-ci, c'est pas grave. C'est juste que par rapport à notre flux de sève, on bascule de l'autre côté, donc on crée une inversion. C'est une inversion, c'est pas catastrophique. Le plus grave pour moi, c'est les plaies de taille mutilantes dans le bon flux. Alors on va regarder quelques cas concrets. Là on a la branche qu'avait laissé le pépiniériste, qui est de ce côté-ci, donc là on a le côté du bon flux. Et le côté du mauvais flux, c'est le côté où on a le téton de cire qui reste accroché, en général. On le verra mieux sur la prochaine. Donc là, la plus jolie branche, c'est celle-ci. Donc il n'y a pas de question à se poser. La branche à garder, c'est la verte. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait gardé celle-là. Et imaginez qu'on garde celle-ci qui est bien droite, bien axée par rapport au plan, et qu'on va faire une bonne coupe comme ça. Votre plan est cuit. Hein. Et après, s'il pousse mal au bout de 2-3 ans, vous pouvez toujours essayer d'aller accuser votre pépiniériste, mais il n'y est pas pour grand-chose, le pauvre, sur ce coup-là. Et là, c'est encore plus parlant. On voit bien ce qui a été laissé par le pépiniériste, donc le bon flux. Et on voit bien que la plus jolie branche, vous ferez attention, dans la plupart des cas, elle est dans le bon flux. Et là, la majorité des gens chez nous auraient gardé celle-ci. Et le mauvais flux est du côté où reste accroché la cire. Là. Un cas comme celui-ci, donc notre mauvais flux est de ce côté-là. On voit qu'on a deux branches pas très jolies ici, qu'on va éliminer. Et sur ces deux branches-là, on voit bien que la plus belle des deux, toujours pareil, dans le bon flux. Alors là, on a une double bourre. Hein. Et la plus belle des deux, la mieux alimentée, c'est celle qui est en vert. Potentiellement, celle qui est derrière peut être intéressante. En fait, ce qu'on voit ici, c'est le même plan. Entre les deux, j'aurais dû vous le dire avant. Que vous visualisiez bien. Cette branche-là, qui n'est pas très jolie, c'est celle-là. Donc cette branche-là, c'est celle-ci. Et ces deux branches-là. Donc on voit par rapport au mauvais flux, les deux belles branches, c'est celle-ci et celle-là. Donc celle-ci et celle-là. Et moi, celle qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Alors, la branche qui est en vert, pardon, souvent, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prendre en disant « mon pied après va être tordu ». Est-ce que vous pensez vraiment que si je prends cette branche-là, mon pied sera tordu? Ce qu'il suffit de faire, c'est de savoir, ce pied-là, l'année prochaine, combien de belles branches il va être capable de me faire. Donc, estimer, en fonction de la pousse, en fonction de la vigueur, s'il va être capable de me faire 2, 3, 4 belles branches. Si je considère que l'année prochaine, ce pied-là va être capable de me faire 2 belles branches, pas plus, dans ce cas-là, je vais le tailler suffisamment court pour être sûr que j'ai vraiment des yeux de la base ici qui vont démarrer. Auquel cas, mon pied poussera droit. C'est sûr que si je repars avec cette branche-là, en me disant elle pourra me faire que 2 branches, et je la taille ici, l'année prochaine, je vais avoir un pied qui va faire comme ça, qui sera tordu. Par contre, si mon pied est très vigoureux et est capable de me faire l'année prochaine 4 belles branches, je ne vais pas le tailler trop court, sinon il va me faire des branches énormes et plein de branches ici, et je risque de faire plein de plaies de taille dangereuses. Dans ce cas-là, je vais l'allonger un peu plus, mais de manière à toujours être sûr que mes premiers œufs de la base ici repartiront pour pouvoir après former mon pied à partir de là. Donc la gestion de la charge en fonction de la vigueur est aussi très importante dès les premières années. Dernier cas de figure, qui est un peu compliqué. Donc là, nos 2 branches de derrière ne nous intéressent pas. Et là, encore une fois, on a une double bourre. Encore une fois, la plus jolie, c'est la mieux placée. Mais là, pour le coup, elle est vraiment tordue. Alors là, pour vous faire plaisir, j'ai mis en vert celle-là. Pour vous faire plaisir. Parce que moi, personnellement, je prends la orange. Mais en la taillant suffisamment court, donc vous voyez, les yeux sont sur les côtés, on a un œil là, on a un œil là-bas derrière, on a un œil ici, et on a un œil là-bas derrière. Cet œil là-bas derrière, moi je veux qu'il démarre. Et je veux qu'il démarre bien. Donc si je prends cette branche-là, en étant sûr que cet œil-là démarre, il poussera bien, il sera dans le bon flux, et le pied sera droit. Pour l'instant, toutes les photos que je vous ai montrées, c'est des pieds où on a, alors on va dire, par rapport à mon micro, le mauvais flux ici, le bon flux là, et par rapport au bon flux, mes branches sont comme ça, avec la mauvaise et la bonne. La dernière photo que je vous montre, en fait, mes branches ne sont pas comme ça, mais elles sont comme ça. Donc les 2 branches sont dans le bon flux. Donc là, que vous preniez l'une ou l'autre, en fait, le mauvais flux est vers nous, et le bon flux est du côté du mur. Que vous preniez l'une ou l'autre, vous ne ferez pas d'erreur. Et quand je m'amuse à regarder dans des vignes où les vignerons n'ont pas conscience de ça, la façon de tailler, en gros, moi je considère qu'il y a à peu près 20% des pieds
où la plaie a été très mutilante, très mutilante. 50-60% des pieds où c'est mutilant mais c'est pas trop gênant, et 20-30% des pieds où on n'a pas mutilé. Parce que un pied comme celui-là, quoi qu'on fasse, on fait le bon choix. Alors, est-ce que les 20% de pieds très mutilants, c'est les premiers qui crèvent d'ESCA 10 ans plus tard? Je le pense, mais je ne l'ai pas vérifié. Je n'ai pas été assez patient. Sur ce que je vous ai montré jusqu'à présent, si vous faites une plaie de taille ici, le diamètre de la plaie de taille par rapport au diamètre du tronc, en gros, notre branche fait un diamètre de 3-4 fois moins que le tronc. Le tronc est 3-4 fois plus gros que la branche. L'année suivante, quand on a des cas de figure comme ça un peu vigoureux, là, ma plaie de taille aura un diamètre équivalent à mon tronc. Et c'est là où on fait les plaies les plus graves, qui ont le plus de conséquences. Et mon pied de 3 ans que je vous ai montré tout à l'heure avec la plaie de droite qui était très grave, c'était cette année-là qu'on l'avait faite. Donc un pied comme celui-ci, le mauvais flux, on le voit encore avec cette cire qui est accrochée. Donc le bon flux est par là. Il n'y a aucune question à se poser, la branche à prendre, c'est celle-ci. Si vous prenez l'autre, c'est une erreur grave. Souvent, en 3e année, si vous voyez encore où est le bon flux, c'est que la greffe était mauvaise. Quand vous avez une greffe de bonne qualité, en 2e et surtout en 3e année, on ne voit plus. Ça fait une boule homogène, ça a bien repoussé, ça a complètement recouvert, fait disparaître ça, et on ne voit plus où était le bon côté. Si vous voyez encore très bien, très nettement le bon côté au bout de 3 ans, c'est que la greffe de départ n'était pas soudée. Alors ce pied-là est intéressant parce que le vigneron, au départ, l'année précédente, avait fait une erreur de choix. Il y avait eu 2 départs, un ici et un là. Le vigneron a choisi la plus droite, mais n'a pas trop mutilé l'autre. Donc il a laissé des yeux potentiels, et sur cette taille potentielle, vous voyez la branche qui est redémarrée. Et cette branche donc, a fait des gros entrecœurs, là on est sur des grosses vigueurs, hein, et le poids total de bois produit par cette branche est supérieur à la somme des 2 autres branches. Donc on voit que le pied veut pousser à droite. Et là, la grosse erreur que feraient 99% des vignerons chez nous, bah celle-là, elle est tellement belle et tellement facile à attacher, c'est celle que je garde. Donc je fais une plaie ici, je fais une plaie là, j'ai mon mauvais flux, j'ai mon flux étranglé, et le pied est cuit. Ça ne se verra pas forcément dans 2 ans, mais dans 10 ans, ce pied-là, je pourrais vous montrer plein d'autres photos, mais après on va s'arrêter là. Ce pied-là, 10 ans plus tard, ces nécroses-là ont une conséquence énorme. Donc là, il n'y a aucune question à se poser. Le pied veut pousser là, il faut garder ça. Et ce pied-là, si vous gardez cette branche-là, que vous l'attachez correctement, ça va nous faire un petit coude ici, une fois que vous aurez redressé ça. 10 ans plus tard, ce coude, vous ne le retrouvez plus. Et votre pied est droit. Pardon ? L'intercept, tu l'auras ramassé. Non, justement, s'il est bien attaché, il ne va pas être ramassé par l'intercept. Il va être bien, on aura un léger coude la première année, et 10 ans plus tard, vous ne voyez même plus qu'il y a un coude. Alors qu'au contraire, si vous prenez celle-ci, vous avez un étranglement comme ça, et en général, on voit que ça finit par enfermer de l'écorce ici. Et vous avez des pieds où, si vous regardez bien la base, vous avez comme un espèce de S sur la base, et c'est des pieds où on a fait ces erreurs de choix, alors qui paraissent droits, mais quand on coupe, on voit que la sève ne passe pas du côté du S. Les bois que vous enlevez, vous les taillez à part. Alors, j'avais pas prévu de vous montrer ça. Quand on est sur des bois d'1 an, il faut aller couper sur la couronne. Donc pas trop ras, il ne faut pas les mordre en dessous de la couronne parce que là on blesse. Il ne faut pas les couper trop long non plus parce que sinon on laisse la couronne et donc il y aura plein de rejets, plein de bourgeonnages. Donc il faut aller vraiment couper sur la couronne pour les bois de l'année. Si. Le cône de dessèchement, le fait de couper sur le diaphragme, ça limite, est-ce que ça limite le cône de dessèchement Si vous ne coupez que la branche sans couper le tronc, vous n'aurez que les vaisseaux de la branche dans le tronc qui vont sécher. Donc qu'on laisse un très gros chicot ou un petit chicot, c'est les vaisseaux de la branche dans le tronc qui vont sécher, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le fait d'aller couper sur la couronne, c'est pas un problème. Par contre, si vous allez au-delà de la couronne, et là ça joue vraiment au 10e de millimètre presque, là vous allez toucher des vaisseaux du tronc, donc vous blessez beaucoup plus. Même erreur, le mauvais flux, vous voyez, on retrouve le téton ici, le bon flux est là, donc la belle branche est dans le bon flux. L'erreur de l'année dernière, du mauvais choix de l'an dernier, peut être corrigée, mais là, il faut absolument garder cette branche-là. Et après, on a des cas compliqués, très compliqués. Alors encore une fois, le mauvais flux est là, on voit que cette branche-là dans le mauvais flux est pas belle, on voit que la plus belle, c'est celle-là, mais là, pour le coup, si vraiment on monte un pied avec cette branche-là, là, l'intercept, je vous garantis qu'il va la ramasser.
Donc là, on est embêté. Alors, on est embêté parce qu'il y a eu une erreur. On va dire une erreur d'attachage. Ce plan-là a poussé très loin, très longtemps, et on est allé l'attacher là-haut très tard. S'il avait été attaché plus tôt, plus droit, cette branche-là, elle ne serait pas comme ça, là. Elle est courbée parce qu'elle avait pris sa forme naturelle une fois qu'elle s'est outée comme ça. Donc quand on la redresse, elle n'aime pas, hein, ça fait comme un arc. Si elle avait été attachée plus tôt, si elle était attachée très tôt, soit on l'aurait cassée, ce qui aurait fait un ébourgeonnage précoce, et le plan se serait réorganisé sur cette branche-là, soit elle aurait été droite et on n'aurait pas eu le problème. Alors moi, personnellement, un pied comme celui-là, pour pas trop vous choquer, j'ai mis les deux à vous de choisir. Moi, je garde celle-ci. Par contre, je ne monte pas mon pied avec ça, mais je vais la tailler suffisamment courte pour faire partir un œil ici, et je formerai mon pied que l'année prochaine. Voilà, j'ai à peu près fini tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Oui, je m'appelle Jaume Gramona, je viens de Barcelone, dans la Catalogne. J'ai une réflexion, j'ai une question à vous poser. Bon, j'ai rien en contre des pépinières, aux pépiniéristes, rien en contre à ça. Mais je me demande, vu les inconvénients qu'on a pour réussir à avoir des bonnes plantes, hein, on le voit aujourd'hui, on est conscient, tous les viticulteurs, pourquoi déléguer aux pépinières? Alors, est-ce qu'on peut appeler à quelqu'un, viticulteur, s'il a perdu l'office, le travail de greffer chez soi? Alors je me dis, avec une viticulture de qualité, on est biodynamiste, il faut prendre notre temps dans la vigne. Si on veut des vignes qui peuvent pousser 60 ans, je ne dis pas 100 ans, mais 60 ans, parce que maintenant, au moins en Espagne, un viticulteur avec une vigne à 30 ans, il est déjà heureux. Et moi, j'ai horreur de ça. Alors, pourquoi pas reprendre cette vraiment métier, c'est greffer soi-même. Ici, j'ai vu pas mal des viticulteurs ici dans le Jura, donc ils ont des dizaines d'hectares, une vingtaine d'hectares, peut-être 25. Hein. Avec 25 hectares, est-ce qu'on ne peut pas greffer soi-même? Moi, c'est quelque chose que je me pose, et je suis sûr qu'avec mon personnel à moi, avec l'amour à la terre qu'on a pour bien faire, on va réussir. Mes grands-parents, ils le faisaient. Nous autres, on n'est pas capables. Ça, je ne comprends pas. Mais il y a une autre chose. Alors, c'est la question que je vous pose. C'est, bon, le pépinière espagnol, au moins, quand je lui demande le pied, pour que je puisse greffer en fonction de la terre, l'affinité au cépage, etc., ils ont de pieds en très mauvais état. Ils me donnent seulement ceux qui ne peuvent pas s'en servir pour préparer au tellier. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien résoudre, et je suis sûr que peut-être tu peux me répondre en disant non, nous autres on a des pieds de vigne de bonne qualité à payer à 1 euro, 1,5 €, enfin le prix qui coûte pour avoir vraiment, et qu'on puisse faire ces travaux chez soi. Merci. Alors, reprendre vous-même ce travail-là, vous le réapproprier et refaire vos propres plans de vigne vous-même, pourquoi pas? Il y en a qui le font. C'est la meilleure manière de maîtriser complètement le processus et d'être sûr que ce soit fait comme vous voulez que ce soit fait. Par contre, ayez bien conscience que ça prend beaucoup de temps et que c'est quand même très technique, très pointu. Vos grands-parents le faisaient, mais c'est un travail qu'ils connaissaient. Si vous vous lancez comme ça, vous, demain, vous êtes sûr de vous planter et de passer beaucoup de temps et d'avoir des résultats pitoyables. Donc c'est un vrai métier compliqué. Vous pouvez vous le réapproprier et ça peut être une très bonne chose, mais ayez bien conscience que ça reste un vrai métier et qu'il faut maîtriser vraiment tout ça pour y arriver bien. Après, donc, pour avoir des beaux bois, surtout chez vous en Espagne, plantez vos propres porte-greffes. Produisez vos bois vous-même, c'est facile. Il y a des régions septentrionales en France où c'est peut-être un peu plus compliqué, où les bois mûriront peut-être moins bien, et encore, j'ai des doutes. Chez vous, il n'y a aucun problème, les bois mûriront. Donc même les branches qu'ils vous donnent, qui ne sont pas très jolies, racinez-les, mettez-les en terre, faites-leur faire des racines. Alors, il y a des porte-greffes qui racinent très bien, d'autres très difficilement, où il faut éventuellement les mettre dans certaines conditions, ou éventuellement utiliser des hormones si c'est des
des types berlandieri par exemple qui ne racinent pas. Mais une fois que vous les avez mis en place, au bout de 3-4 ans, ils commencent à vous produire du bois. Et après, vous avez votre bois et vous gérez vos porte-greffes. Comme disait Christophe tout à l'heure, un point essentiel, lui, il s'est réapproprié lui-même sa production de porte-greffes parce qu'il se rend compte que ces porte-greffes lui donnent des meilleures qualités que les porte-greffes qu'il achète, parce qu'il les maîtrise, parce qu'il les gère, parce qu'il est raisonnable sur la production de bois. Et donc, le mieux, c'est de vous les réapproprier, pour moi. Peut-être pas fini, je sais pas. Alors oui, c'est un métier qu'on peut enseigner. Alors malheureusement, il n'y a plus d'études vraiment là-dessus. Le BTS en France, qui est l'étude 2 ans après le bac, jusqu'aux années 90, on apprenait à greffer. Et il y avait un examen de greffage. Maintenant, on n'apprend plus ça à l'école. Il y a des pépiniéristes, je pense, qui sont prêts à apprendre aux vignerons à greffer, à vous accompagner dans cette démarche. Alors Guy Bossard par exemple, il faut demander à des gens comme Christophe si, je pense qu'il a déjà fait avec certains vignerons, si vraiment c'est dans votre démarche, sachant que moi je pense que à l'avenir l'ensemble des vignerons ne se rapproprieront pas ce métier. Ça restera un nombre de personnes limité, très motivées, parce que c'est quand même un vrai métier. Alors, moi j'avais Houillon Corentin, donc je voulais poser une question par rapport à la dernière image qu'on a vue, que vous avez pu expliquer, par rapport à une taille difficile enfin un choix assez difficile sur un plan de deuxième année. Je voulais demander surtout si on n'avait pas meilleur temps de faire un passage plutôt au printemps, donc les bourgeonnages, donc en ce qui concerne pas forcément non plus les jeunes plants, mais tous les plants, de manière à sélectionner donc nos bois déjà présélectionnés, nos bois de taille, et du fait qu'à les bourgeonnages, les bois sont plus souples et peut-être que les plaies se referment beaucoup plus facilement sur tous les pieds, donc. J'avais que 3 quarts d'heure, donc il a fallu que je coupe un peu. Mais là, le schéma de droite, c'est ça. Moi, j'aime bien faire ça. Par contre, il faut faire des ébourgeonnages précoces. Quand on fait un ébourgeonnage tardif, la branche pousse et le tronc pousse et recouvre la branche. Et il y a 80-90% de ce recouvrement qui se fait entre le débourrement et la floraison pour une vigne adulte. Donc, qui se fait en 1 mois et demi, 2 mois. Si vous ébourgeonnez précocement, la branche est à peine recouverte, elle s'enlève facilement, il n'y a aucun souci, vous ne faites aucune plaie de taille, aucune plaie mutilante. Par contre, si vous faites un ébourgeonnage tardif, et on le voit parfois quand on monte des pieds et on fait sauter les branches de la base pour former un tronc, si c'est fait tardivement, ça crée des lacérations et quand on coupe ces troncs-là, il y a des plaies très profondes et très graves. Donc moi, je suis assez partisan de ce qu'on a fait à droite, c'est sélectionner une seule branche, faire un ébourgeonnage précoce quand c'est poussé comme ça, très précoce, on garde 1 ou 2 branches si une ça vous traumatise. On repasse 15 jours ou 3 semaines après, suivant la pousse, quand c'est poussé de 25-30 cm. On attache notre ou nos branches. Si elle casse, ben, j'y touche plus, je laisse comme ça. Et si je l'attache sans souci, je réébourgeonne tout ce qui est repoussé à la base. Auquel cas, on fait aucune plaie de taille et on part sur un pied. On sait qu'à l'hiver, on fera très peu de plaie de taille. Ouais. Donc moi, j'aime bien ça, ouais. Ok, d'accord. Merci. On peut prendre une dernière question. Je m'appelle Olivier Déage, j'ai fait mon BTS trop tard pour apprendre à greffer, parce que je suis en cours, et je voulais savoir ce que vous pensiez de la greffe en plein champ, pour avoir un diamètre de bois de porte-greffe plus gros, et éventuellement aller mettre 2 greffons, pour avoir tout de suite 2 flux de sève. Là, il y a 2 personnes qui s'associent pour préconiser ça en ce moment, qui sont Marc Birban et Lilian Berillon, où Lilian Berillon fournit les plants racinés, donc les Américains, vous plantez ça dans vos vignes, et 3-4 ans plus tard, Marc Birban vient les greffer en place. Alors l'avantage, c'est qu'il fait une greffe en écusson, et les greffes en écusson, c'est les greffes qui donnent les meilleures soudures et les meilleurs taux de réussite. Donc c'est une solution qui peut être intelligente, qui par contre va demander quand même un gros travail. Donc il faut avoir conscience que ça sera pour vous du travail de suivi l'année du greffage et un coût un peu supérieur à une plantation classique. Mais l'avantage, c'est que vous avez des qualités de soudure quasi parfaites si vous faites ça bien. Merci.